Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une dose de bonne humeur, d'optimisme, de motivation aussi sur le sujet du changement de carrière, de la vocation en toile de fond de l'histoire de Ben. J'ai le plaisir donc de recevoir et de vous donner à entendre Benjamin Delahaye, humoriste, alias Ben Comedy. On t'appelle comme ça ? Ouais, on m'appelle Benjamin aussi. Voilà, Ben Comedian, Benjamin, qui tourne avec son spectacle Ein Franzose in der Schweiz, donc en plein dans le thème de Franzine. Il a étudié la question des différences culturelles, des clichés, des situations cocasses des expatriés pour faire rire un public local qui finit conquis. Bonjour Benjamin. Salut Jenny. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Avec grand plaisir. Trop chouette. Moi, je suis ravie du coup de t'accueillir et puis je me dis qu'avant d'évoquer spécifiquement ton spectacle et tes activités actuelles, tu pourrais un petit peu me parler de ton cheminement. Ouais. Justement, je parle de reconversion professionnelle et tout ça. Ouais, pas de souci. En fait, je suis venu à Zurich il y a 11 ans et je travaillais pour une grosse société de séjour linguistique. Et je pense que si les gens vont reconnaître parce qu'il n'y en a qu'une grosse société de séjour linguistique qui est basée à Zurich. Et je bossais pour eux à Paris. Je travaillais dans la vente et le marketing. Je suis venu ici, j'ai fait un peu la même chose pendant 3-4 ans. Et puis voilà, j'ai fait plein de trucs pour eux. J'ai fait de la finance, opérations, gestion des opérations, etc. Précis. Moi j'aime bien les réponses précises. Hein. D'accord, je suis prête. je vais pas te donner du vague, Jenny, s'il te plaît. Et voilà. Donc mon cheminement, en fait, j'ai commencé à faire du stand-up à Zurich il y a 5 ans. D'accord. Donc 2016, donc. Pour un mec qui a bossé dans la finance, les maths, ça va pas très vite. Hein. Et ouais, voilà, donc j'ai commencé à faire du stand-up et puis on était un petit groupe de 4-5 personnes très dédiées. On faisait ça en anglais. D'accord. Et puis on a fait de plus en plus de spectacles. Alors d'abord, on a commencé, tu vois, dans des bars et puis c'était gratuit, etc. Et puis à un moment, on est arrivé, après peut-être 1 an, on s'est dit, bon, il y en a quelques-uns dans le groupe qui ont un bon niveau, donc on pourrait faire notre premier spectacle. Et puis en fait, ça a grossi de plus en plus. D'accord, donc tu t'es allié à d'autres humoristes. Ouais. Et en fait, ça a atteint un point où aujourd'hui, à Zurich, si tu veux voir un show de stand-up en anglais, il y en a un quasiment tous les soirs, en fait. D'accord. Ouais, donc, il y a beaucoup La scène a vachement grossi. Ouais, j'aimerais bien que tu m'en parles après. Quelles scènes sont intéressantes, justement, si tu as des recommandations d'endroits. Ouais, bien sûr. Tous les miens, déjà. Évidemment. Tous les endroits où j'ai. Et donc, en fait, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je suis arrivé à un point où je me produis entre 3 et 4 fois par semaine. Ah oui. Donc c'est une activité principale. C'est, on va dire, semi-principal. D'accord. Mais, en tout cas, du temps que ça me prend, ouais, c'est clair que c'est une de mes grosses activités. Maintenant, retour sur investissement, c'est pas encore, c'est pas encore la plus, c'est pas encore la plus rentable. Mais, donc, t'as quitté un job quand même stable. J'ai quitté un job stable. Alors, en fait, tu sais. Sans pression pour le quitter. Tu sais, je dis un truc. Il n'y a pas de job stable, en fait, parce que je pensais être dans un job stable. Et tu vois, la crise du Covid a touché mon ancien employeur comme jamais on s'attendait à ce que ça arrive, quoi, tu vois. Et bon, j'ai eu de la chance, je suis passé entre les mailles du filet, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot à cette époque. Mais je me suis dit, en fait, il y a zéro... la stabilité, c'est un peu une fausse idée, quoi. Et ça peut arriver du jour au lendemain. Et je me suis dit... Si jamais ça m'arrive dans 10 ans, donc j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai 42, donc D'accord. Je me suis dit, si ça m'arrive dans 10 ans, à 50 balais et quelques, mais comment je me reconvertis, quoi. Et en fait, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse maintenant. Alors c'est clair, il aurait mieux fallu que je le fasse à 20 ans, mais bon. Mais à 20 ans, t'as fait des scènes, hein. À 20 ans, j'ai fait des scènes, ouais. Alors en fait, j'avais fait un peu de stand-up à Paris pendant 2 ans et demi. D'accord, quand même. Donc c'est là où j'avais vraiment commencé. Donc t'étais drôle avant d'habiter en Suisse. Ouais, mais ici, je suis devenu encore plus drôle. Et en fait, je me suis dit, allez, quel est le marché, qui sont les gens les plus faciles à faire rire ? Les Suisses allemands, puisque ils s'ennuient beaucoup dans leur vie. Ils sont bon public. Non, en fait, les Suisses sont très bon public. Et tu sais, il y a vachement de stéréotypes sur les Suisses allemands, ils sont un peu chiants, etc. Mais moi, tous mes amis suisses allemands, c'est tous des humoristes, en fait. Donc pour moi, j'ai un peu une vision que les Suisses sont super drôles. Mais un peu comme ça, pince sans rire, un peu presque l'humour anglais, non ?
Ou bien aussi, il rit à gorge déployée. Non, c'est plus un peu pince sans rire, ouais. C'est plus low-key, on va dire. Mais juste pour finir l'histoire, ouais, de la reconversion, c'était... oui, à 20 ans, je faisais du stand-up. Et donc, quand je m'y suis remis à 37 ballets, c'était un peu, je retrouvais mon amour d'adolescence, quoi, tu vois. Et, seconde jeunesse. Voilà, seconde jeunesse. Mais, en fait, j'avais pas le mental à 20 ans. Et du coup, je me suis laissé décourager très vite, en fait, tu vois. Dès qu'il y avait un show qui se passait mal, vraiment, ça m'affectait beaucoup. Jusqu'à un point, il y a un show qui s'est super mal passé. Et puis, on m'avait proposé un job à Londres, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre ce job puisque de toute façon, le stand-up, ça me mène nulle part, quoi. Et en fait, quand j'ai repris à 37 ans, je me suis dit, bon, à 37 ans, je vais jamais être humoriste, donc je vais pouvoir m'amuser, en fait. Et du coup, j'y suis allé vraiment avec un autre état d'esprit, c'est-à-dire que je m'étais mis zéro pression pour que ça fasse rentrer de l'argent ou tout ça. La seule pression que je me mettais, c'était je voulais que le public se marre. Tu vois, c'était vraiment le truc. Donc quand le public se marrait pas, ça me faisait très mal. Ouais, bon, écoute. Mais disons que j'avais pas la pression. Il faut que je trouve un moyen que ça me rapporte de l'argent, etc. Et alors, en fait, c'est pas que t'as plus confiance en toi, c'est que t'as changé tes croyances. T'as changé ton positionnement, si j'ai bien compris. ouais, alors en fait, j'ai changé mon positionnement et ça a mené à en fait, avoir plus confiance en moi. D'accord. C'est vrai que, ouais, il y a 5 ans, j'avais pas vraiment confiance en ma capacité à faire rire de manière professionnelle. Alors, bien sûr, je savais que je pouvais faire rire les gens, sinon je me serais jamais lancé là-dedans. Mais tu sais, au début, tu te cherches et en fait, tu sais, on est encore un peu plus ou moins en train de se chercher, quoi. Les comiques professionnels, ils disent qu'il faut 10 ans pour trouver vraiment son style, son identité sur scène, etc. Mais disons que là, je suis arrivé à un point où je sais que, enfin, tu vois, j'ai confiance de ma capacité à faire de l'humour de manière professionnelle. Parce que j'ai été engagé par des boîtes, des grosses boîtes, pour faire des arbres de Noël, tu sais, des prestations lors de trucs comme kick-off, lancement de produits, ou même, tu sais, summer party, etc. Et les gens étaient super contents. Et je sais, enfin, tu vois, si quelqu'un me demande est-ce que tu peux faire un show pour notre événement, je suis arrivé à un point où je peux dire oui, mais sans avoir à faire fake it till you make it. Tu vois, vraiment, c'est. Ouais, je peux sans problème préparé, du coup, des spectacles. Faire 30 minutes. Et puis en plus, moi, mes blagues, elles tournent vachement sur l'expérience d'être un expat à Zurich ou en Suisse. Donc en fait, il y a... Et puis généralement, je fais ça pour des boîtes internationales. Donc ils se reconnaissent tous. Donc ouais, en fait, finalement, d'avoir changé mon angle d'attaque qui était plus j'ai envie de faire des choses drôles plutôt que il faut absolument que je trouve un moyen de gagner de l'argent avec ça. Ça m'a permis d'avoir confiance et de me dire à un moment, écoute, en fait, je peux parler, je peux être un communicant professionnel, en fait. Et c'est une des choses qui a fait que j'ai pris ma décision. Donc il y avait... D'une part, si je le fais pas maintenant et que je me fais virer dans 10 ans, ça va être encore plus difficile de faire un changement de carrière, etc. Et puis, avoir confiance dans mes capacités professionnelles à parler en public et à facturer sans que je me sente frauduleux, tu vois, de faire ça. Et puis, imposteur, là. Ouais, voilà. Ouais, moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et comme puis, tous les créateurs comme beaucoup qui ont de du talent. Ouais, c'est clair. Merci. Parce qu'on veut être perfectionniste en fait, donc ouais. On se dit mais je passe après tel nom et tel nom et tel nom. Quelle est ma vraie place et est-ce que je serai au niveau? Mais oui, comme tu as dit, il faut un peu exploser les cadres et les idées préconçues. Ouais. Et puis en fait, mais tu sais, je pense que pour moi, cette confiance-là, elle s'acquiert pas juste en se regardant dans son miroir, en se disant il faut que je change mon état d'esprit. Non, en fait, moi, j'ai acquis cette confiance parce que je me suis vu réussir, en fait, de manière consistante, tu vois. C'est-à-dire que à un moment, je savais que voilà, si jamais j'étais engagé pour faire entre 10 et 30 minutes pour un public international, etc., je sais que je peux le faire, quoi. Et donc, ce cheminement, tu l'as fait à la faveur d'un groupe aussi. Tu parlais d'une troupe qui s'est constituée, mais j'imagine que ta famille a dû aussi te soutenir, parce que quand toi, tu changes tes idées
sur la sécurité, le risque. Quand tu changes tes idées justement sur ta notion du succès, tout le monde doit un peu s'adapter derrière ça. Sans le soutien de ma femme, c'était impossible, quoi. Parce que déjà, tu sais, quand tu fais 3 à 4 shows par semaine, ça veut dire que tu n'es pas à la maison 3-4 soirs par semaine. Donc, il faut vraiment avoir un soutien de son conjoint parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Et puis, qu'à accepter d'avoir une grosse baisse de revenus. Mais elle voyait aussi que j'étais pas très heureux dans mon ancien boulot. Donc, elle le voyait. Et ça, et j'imagine du coup que tu as du temps en journée pour t'occuper de ta famille, que tu as trouvé une autre balance. Ouais, alors en fait, en plus, moi je voyageais beaucoup dans mon ancien boulot. J'étais sur la route 50% de mon temps. Donc, déjà, en fait, avec Covid, d'être à la maison. Et là, maintenant, d'avoir plus de temps. En fait, au final, je vois quand même plus mes enfants qu'avant. Donc ça a été une bonne chose, ouais. Donc, un grand éclat d'indépendance et de liberté aussi avec tout ça, malgré le stress, j'imagine. Alors, exactement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent à la liberté. J'ai envie de... Mais je comprends aussi pourquoi les gens ne quittent pas leur boulot parce que c'est pas une expérience facile, quoi. C'est stressant et en fait, moi, je suis encore après, ça va presque faire 1 an là. Je suis encore en train de me demander mais où est-ce que ça va me mener? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Parce que je suis pas encore sorti d'affaire, on va dire, quoi. Oui, au début, il faut se faire connaître et voilà, j'espère que le podcast va t'y aider aussi. Alors, merci de m'avoir invité. Mais c'est clair que ça prend du temps et j'étais assez naïf quand j'ai quitté mon taf parce que je me suis dit, allez, en 4 mois, ça va être réglé. Et en fait, non, ça n'a pas été le cas. Mais je vois quand même une progression, quoi. Si on voit mes demandes de booking par rapport à il y a 6 mois, c'est beaucoup plus gros qu'avant, quoi. Donc en fait, petit à petit, il faut se faire connaître, etc. Et puis le marketing où tu travaillais maintenant, tu dois te marketer. Ouais, et alors en fait, tu sais, j'ai fait toutes les... je sais pas si tu avais l'intention de parler de ça, mais j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'est un bon sujet, je t'en prie. Donc la première, en fait, c'est que moi, j'ai jamais été dans cette situation-là. J'ai toujours été employé, j'ai toujours eu, un projet principal pour lequel je touchais mon salaire. Avec dans ma tête toujours des rêves de si j'avais du temps, je ferais ça, si j'avais du temps, je ferais ça. Et en fait, tout à coup, je me suis retrouvé avec tout ce temps-là et je me suis dit, mais tiens, je vais faire ça. Et au début, je devais avoir, je pense, facilement 10 projets, quoi. Et donc, je me suis... T'es épuisé, non? Je me suis épuisé. Et c'était vraiment bizarre, quoi. Et c'était ma première leçon. C'est-à-dire que si jamais tu ne te concentres pas sur un truc... en fait, il n'y a rien qu'aboutit parce que tout prend du temps, en fait. Et ça paraît assez... c'est peut-être cliché. Enfin, tu vois, je sais pas si la personne entend, elle se dit, oui, c'est évident. Mais en fait, tant que tu n'as pas fait la boulette toi-même, c'est difficile de prendre sa leçon. Et donc, j'ai pris cette leçon-là. Après, je me suis concentré sur un projet avec un humoriste suisse-australien. En fait, il est australien, mais marié à une Suisse et il habite en Suisse depuis des décennies. Et lui, il fait beaucoup de coaching de jeunes humoristes. Et comme moi, je travaillais dans une boîte d'éducation, on s'est dit, tiens, on va faire un cours en ligne, etc. Et donc, je me suis beaucoup investi là-dedans. Mais... Comme des masterclass un peu? Ouais, un peu, voilà. D'accord. Un genre de masterclass, sauf qu'on a fait notre propre masterclass avec notre site, tout ça. Mais par contre, là, tu vois, j'avais pas tellement fait la due diligence du marché, de comment est-ce que je vais aller toucher les autres humoristes. Déjà, quels humoristes ont envie de prendre un cours de comédie? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'humoristes qui sont contre les cours de comédie. D'accord. Et tu vois, donc il y avait tout un travail que j'ai pas fait parce que en fait, on a foncé tête baissée et tellement j'étais convaincu que ça allait être genre le meilleur produit au monde de formation humoristique. Et je suis toujours convaincu que c'est le meilleur. Je dis pas ça parce que j'ai participé à la création, c'est que j'ai moi-même été client de beaucoup de formations. En fait, j'ai lu beaucoup, j'ai fait des cours en ligne, etc. Et celui-là, ça me paraissait être le meilleur parce que c'est vraiment fait par quelqu'un qui a 35 années d'expérience dans l'humour, qui a vraiment bien réussi et qui en plus est toujours en train de travailler. C'est-à-dire que... Donc on est d'accord, ça c'est destiné aux humoristes? Ouais, ou bien c'est en général la prise de parole, se mettre en jeu? C'est destiné aux humoristes, mais en fait là on est en train de faire un autre produit qui va être destiné au public généraliste. Tu continues à te diversifier finalement. Ouais, non mais parce que là on a fini, tu vois, et on l'a lancé, et puis ça a pas tellement la sauce, elle a pas tellement prise, quoi. Donc
Est-ce que il est pas assez connu en dehors de Suisse pour toucher les humoristes du monde entier et il faut monter sa crédibilité? Est-ce qu'on s'est planté sur la manière de marketer? Est-ce qu'on n'avait pas eu les bons messages, etc. Et donc c'est un peu ça qui m'a manqué, tu vois, ce que je disais, de faire mon manque de due diligence sur avant de me lancer, quoi. Mais bon, c'est un peu ma personnalité de me lancer un peu tête baissée dans des projets et puis de de voir après, quoi. Je suis sûre que ça peut fonctionner aussi, ouais. Ouais, mais je pense qu'à terme ça peut aller, mais tant que tu t'amuses. C'est déjà un bon facteur, non? Tant que quand même il y a le côté travail, mais il y a le côté création. C'est une grande satisfaction de créer une masterclass. Alors c'est une grande satisfaction, mais maintenant que, enfin tu vois, autant il y a 5 ans je m'étais dit allez tiens je vais faire de l'humour et puis je vais pas me mettre de stress, c'est vraiment je veux que les gens se marrent. À partir du moment où tu prends la décision de quitter ton taf en te disant allez je pense qu'avec ma création je peux faire quelque chose. Là, tout à coup, ce stress est un peu revenu, tu vois. Donc, c'est pas que du fun tout le temps. Non, j'imagine. Et surtout père de famille, etc. Ouais, parce qu'en fait, et puis il y a un moment, en fait, enfin, j'ai un peu une échéance, c'est-à-dire que il y a un moment où si jamais je trouve pas quelque chose qui, enfin, tu vois, qui fait prendre la mayonnaise, comme hein, pour les francophones, vous comprenez ce que ça veut dire. Il va falloir que je retourne au charbon, comme on dit. Là là. Donc, bon, il faut soutenir Benjamin. Bon, quand même, je crois que tu dois être le seul, non, francophone comme ça qui tourne en Suisse alémanique avec un spectacle. Ouais, alors ça, c'est ça qui est. Ouais, t'as ta niche. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai une niche. Et en fait, au début, là, je commence vraiment avec qu'est-ce qui vient me voir, c'est des francophones qui sont basés en Suisse alémanique ou des couples. Souvent, c'est un couple où il y a un francophone, voilà, des binationaux. Où c'était très cool parce qu'en fait, la première tournée que j'ai faite, je voulais vraiment aller. Enfin, on a fait, tu vois, on a fait genre Saint-Gall, Bâle, Zurich, etc. Mais on a fait aussi. Je suis allé à Langnau. Emmental, okay. Parce que je voulais voir si jamais dans la Suisse profonde, est-ce que ce spectacle allait marcher, quoi. Et en fait, on a trouvé à Langnau la famille où tu avais la grand-mère française qui avait vu la pub sur Facebook et qui a dit à toute sa famille allez, on y va tous. Et donc ils sont tous venus. Sympa. Donc c'est assez sympa, quoi. Donc là pour l'instant je touche pas mal les. Et puis tu connais les... Pardon, je t'interromps. Tu connais les blagues. C'est comme dans le Nord, hein. On dit en Suisse, justement profonde, comme tu dis, tout le monde est cousin de tout le monde. Ouais, c'est la blague. Hein. C'est les gros clichés. Voilà. À Appenzell, à Aargau. Non, mais écoute, voilà. Donc là aussi, pareil, il faut prendre le temps de se faire connaître. Mais en revanche, tu vois, quand tu disais, ouais, au moins tu te fais plaisir, etc. S'il y a un truc que j'ai appris cette dernière année, c'est que, en fait, quand tu as plein de projets ou plein d'envies comme ça, etc., à la fin, le projet qui va là où tu vas mettre le plus d'énergie, c'est celui qui va te tenir le plus à cœur, en fait. Et moi, très clairement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'être sur scène, de faire marrer les gens, d'apporter de la joie. Oui, dans cette période, en plus, franchement, tu commences à peine, et en pleine période où il n'y avait pas de spectacle, particulièrement, les gens ne sortaient plus. Ouais, alors bon, ça c'est. C'était un peu assombri. Ça c'était. Enfin, j'ai pris la décision en connaissance de cause. Hein. Okay, ouais. Mais je m'étais dit. Que ce serait moins long. Ouais, déjà, je pensais que ça allait être moins long, mais surtout, en fait, je me suis dit qu'il y allait avoir beaucoup d'opportunités avec tout ce qui est en ligne. Alors, pas forcément pour les spectacles d'humour en ligne, même si, en fait, au final, on a fait beaucoup d'événements humoristiques en ligne. On avait un concept en fait qu'on a développé en se plantant beaucoup justement. En fait, quand il y a eu le premier lockdown, tout de suite, enfin moi je me suis dit non, on va pas arrêter les spectacles, donc on va passer en ligne. Et donc au début c'était vraiment nul. En Zoom ? Ouais, alors en fait on avait mis, on streamait sur YouTube. Et on avait quand même une plateforme qui s'appelle OBS, tu vois, une espèce de régie, etc. Donc on avait des jingles, etc. Mais en fait, au final, on faisait défiler les humoristes un à un qui étaient chez eux en Zoom, en fait. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout. Donc les gens, tu vois, le premier, on a eu, je pense, 450 personnes live parce qu'il y avait beaucoup de curiosité.
Et après 6-7 épisodes, ils étaient plus 15-20, tu vois. Mais à la fin, les 15-20, on a quand même trouvé une formule qui était, enfin, tu vois, qui marchait bien. Et cette formule-là, on a pu la vendre à des boîtes pour des événements internes, etc. Impressionnant. Quoi. Donc ça, c'était cool, ouais. Donc tu vois, il y a des opportunités avec ça. Et puis, moi, je m'étais dit aussi, voilà, tu as quand même une grosse expérience corporate, tu fais de la scène, tu as peut-être des trucs à faire dans le public speaking ou dans tu vois, dans la formation, etc. Et même si jamais il y avait beaucoup moins de trucs live, il y a eu beaucoup de choses en ligne, tu vois. Donc je me suis dit qu'il allait quand même avoir des opportunités, quoi. Mais voilà, encore, j'avais sous-estimé un peu le temps qu'il faut. Les formateurs qui étaient bien établis, eux, pendant la pandémie, ils ont cartonné parce que ceux qui ont basculé tout de suite sur Zoom, ils n'ont pas arrêté de travailler, quoi. Et en fait, moi, le seul truc qui me manquait, c'est pas tellement enfin, tu vois, donc le contexte, c'était pas ça, c'était juste, ouais, c'était ma notoriété, un peu enfin, tu vois, mon angle d'attaque du marché, quoi. Mais tu sais, en fait, quand je te dis, je sais pas où ça va me mener, je suis quand même très content de l'avoir fait parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Et en fait, je pense que quand tu es employé, ton cerveau entrepreneurial se ramollit vraiment. Et c'est-à-dire que... Ah, d'accord. Parce que tu sais, quand tu es employé, en général, tu bosses pour un département, tu bosses pour une fonction, etc. Et tu penses... T'as pas l'overview de toute la société. Et en fait, tu as une vision très... Enfin, tu vois, tu regardes que les choses que sous un angle. Et puis... Ouais, t'as tout décloisonné. Ouais, j'ai tout décloisonné, ouais. Pas mal. Et c'est hyper intéressant. Et je sais que, bon, tu vois... Je ne sais pas, j'espère que je ne retournerai pas. Mais si jamais je retourne dans le monde corporate, j'ai beaucoup plus de respect pour les business models qui marchent. Parce que avant, en bon français, je râlais toujours. Le patron. Ouais, le patron. Alors, je n'étais pas à ce point-là, mais j'avais un peu quand même de français en moi. Et alors que là, maintenant, je me dis, ok, bon, quand même, une boîte qui marche, enfin, un business model qui marche bien, c'est assez rare. Donc, tu vois les risques du début. Donc, respect. Et puis, je vois les risques du début, etc. Et puis, je vois comme c'est pas facile. Ouais, bah, en fait, enfin, j'ai aussi une énergie créatrice depuis 10 mois que j'avais pas eu depuis des années, quoi. Donc pour ça, c'est ça se top, voit, hein, quoi. tu rayonnes. Écoute. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression que je suis hyper sérieux sur ce podcast. Non, rien à voir avec. On a le sourire depuis le début, donc bon, on va passer alors à ton spectacle, à une française et une sourire. Ouais. Moi, je voulais te demander quelle a été ton inspiration, de quel côté tu te places. Est-ce que c'est les scènes du quotidien, ton inspiration, ou alors ton processus de naturalisation, parce que je crois que bah c'est tout ça en fait. En fait c'est des blagues que j'ai fait beaucoup en anglais et puis quand j'ai commencé à faire des scènes en allemand et je les ai juste traduits en allemand et je me suis rendu compte qu'elles marchaient vachement bien. Super. Ton niveau d'allemand à peu près, juste pour nous rassurer. Alors j'ai le certificat C1. Ok. Mais en vérité je pense que je suis entre B2 et C1. D'accord. Mais du coup en fait mon spectacle en allemand est très facile à comprendre. Excellent. Parce que c'est efficace. Parce que c'est ouais voilà, c'est un B2+, on va dire. Alors, en fait, moi les blagues ont commencé à vraiment bien marcher, que ce soit en allemand ou en anglais. C'est un peu tous les trucs qui sont liés, tu sais, quand t'habites quand tu bouges en Suisse, je sais pas si toi tu as ressenti ça, mais enfin je pense que oui parce que ça fait marrer les gens. T'as une anxiété enfin tu vois, de te conformer à toutes les règles et tu t'es toujours en train de te demander est-ce qu'il n'y a pas une règle que je connais pas, que je suis en train d'enfreindre, etc. Du fil de cuisine là autour des journaux, plié ouais. Alors ça j'en ai pas parlé, mais merci du tuyau. Mais enfin tu vois, c'est genre en fait ma toute première blague là-dessus, mais que je fais encore 4 ans après et qui marche toujours. Je dis ouais, moi j'adore ma vie en Suisse parce que ma vie en France a été super chiante en fait, mais en Suisse si j'ai envie d'un peu d'action, j'ai pas besoin de regarder Netflix, j'ai juste besoin de faire partir une machine à laver à 10h30 du soir et là j'ai tous les voisins dans mon salon et si je fais ça un dimanche et en fait et tu vois c'est un peu j'ai plein de trucs comme ça sur le
ouais, sur les règles en fait. Mais je pense que quand t'es pas suisse, t'as un peu une vision exagérée du nombre de règles. Enfin, il paraît que ça s'est adouci aussi, hein. À la faveur des expatriés d'ailleurs. Ça fait aujourd'hui, 10 ans auparavant, c'est 2 mondes déjà. Ah ouais. Il paraît que ça s'est beaucoup adouci, qu'ils se sont adoucis. Oui. Ah ok. Moi, tu vois, je sais que le processus de naturalisation est plus facile aujourd'hui. Donc ouais, tu vois, je parle de ça, et je fais un mix des deux souvent, tu vois. Tu te moques le plus de quel côté? Entre guillemets, moquer gentiment, on est dans le second, 3e degré. Alors en fait, je me moque d'abord de mon spectacle qui dure 1 heure. C'est d'abord je me moque de moi. Ok. Ensuite, je me moque des Français. Et ensuite, je me moque des Suisses. Ah, très bien. Rhétorique. Parce que il faut que ce soit dans cet ordre-là. Sinon, sinon les Suisses sont pas d'accord. Mais même les Français, en fait, c'est assez marrant parce que au tout début, quand j'ai commencé avec ce spectacle, j'allais directement allumer les Français. Et en fait, les Français qui venaient me voir trouvaient que j'exagérais quand même, tu vois. Ça démarrait, oui. Hein. Ouais, Chauvin. se disaient, mais quand même, ouais, c'est pas cool, on n'est pas à ce point-là, etc. Ah, mais franchement, le métier d'humoriste en 2021, il faut tout le temps agiter des signes, second degré, de la blague, humour. Ouais, mais alors, enfin, tu vois, et même, moi, je rentre même pas dans des sujets oui, voilà. controversés. J'allais te poser la question, quel sujet tu ne touches pas? Bah, en fait, c'est pas, enfin. Politique, féminisme. Ouais, et en fait, bon, je les touche pas juste, c'est pas forcément parce que j'en ai, mais c'est juste que je trouve aussi que, enfin, tu vois, par exemple, le féminisme, enfin, moi, je sais pas trop ce que j'ai à dire là-dessus, tu vois. Je pense que c'est plus, c'est plus à une femme d'en parler, tu vois, de sur la cause de la femme, tu vois. Et je me dis, bon, j'ai pas forcément quelque chose de drôle ou de différent à dire sur ces sujets-là, donc je préfère. Puis en fait, pour te dire la vérité, j'ai essayé et je me suis ramassé à chaque fois. Donc. C'est honnête. Donc je me suis dit, allez, bon, ça, écoute, c'est pas ta place, quoi. Donc non, moi je fais des trucs assez conventionnels. Enfin, tu vois, je te disais la vie d'expat en Suisse, s'intégrer en Suisse. Qu'est-ce que je fais sur les Français? Enfin, tu vois, je joue vachement sur le stéréotype. Tu vois, le Français qui se la pète un peu, très intellectuel, qui se prend un peu, qui se croit plus intelligent que tout le monde. Tu vois, ce genre de truc. Mais ouais, écoute, je touche pas trop tous les trucs un peu politiques. Si un jour j'ai un truc vraiment intéressant à dire ou, enfin, tu vois, oui, y a pas de limite. Je pense que j'irai, mais c'est juste que ouais, je pense que j'ai personnellement bon enfant, donc. rien d'original à dire sur la question, quoi. D'ailleurs, on peut venir avec des enfants à ton spectacle? Non. Ok, d'accord. Donc, vrai spectacle français. Ouais, parce que je parle de trucs qu'après il faut expliquer. Avec un livre d'anatomie. Ok. Ouais, voilà, exactement. T'as l'impression que tu crées des ponts entre les deux pays? Écoute, pour l'instant, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont déjà des ponts, c'est-à-dire que soit des Suisses qui sont fans de la culture française, soit. Mais par contre, moi, j'ai envie de créer des ponts entre la Suisse francophone et la Suisse alémanique. Bonne idée. Parce que ça, c'est un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que dans l'humour, il n'y a aucun pont. Et c'est-à-dire que ici, les Suisses alémaniques ne connaissent pas les humoristes comme Thomas Wiesel, Marina Rollman, etc. C'est complètement inconnu pour eux. Ouais. Ils savent même pas que c'est des gens qui sont même très connus en dehors de Suisse, très connus en France. Cominac et tout. Hein, oui. Ouais, Cominac, très connu en France. Mais pareil, en Romandie, ils connaissent pas les comiques ici. Ils connaissent pas Rob Spence, Divertimento. Ils connaissent pas Sven Ivanic. C'est bien que tu nous donnes tous les noms là. On pourra se renseigner. Bah oui. On n'a aucune idée, effectivement. Non, aucune idée. Et en fait, il y avait... Alors, c'est pas comme si ça avait jamais existé. Il y a des humoristes qui ont tourné en français, en allemand, en italien, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu oubliés. D'accord. J'espère qu'ils écoutent pas. Parce qu'ils vont se dire, comment ça, mais je suis pas oublié. Bon, ne les cite pas. Bip et bip. Mais bon, la vérité quand même, c'est que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un en Romandie qui a su me citer un humoriste suisse-allemand et vice-versa, quoi.
Donc ça j'essaye vraiment de créer des ponts. Donc déjà, comment en montrant l'exemple, c'est-à-dire en faisant du stand-up en français et en allemand. Oui. Et en essayant de monter un peu dans les deux régions, tu vois, pour à un moment avoir, j'espère, une notoriété égale dans les deux régions. C'est ambitieux ça, mais je pense que c'est nécessaire. Et je pense que c'est nécessaire. Et en fait, c'est assez marrant. Cette idée, elle m'est venue quand je suis allé visiter les locaux de la RTS. Tu sais, donc RTS, c'est SRF francophone, Voilà. avec les alumni de mon école. Et on avait eu le droit à un speech du directeur parce que tu sais, c'était juste après la campagne No Bilag, tu te souviens pas? C'était les Suisses ont voté sur est-ce qu'ils continuent à payer la redevance ou pas. Ah oui, d'accord. Et un des gros arguments des gens qui étaient pour continuer à continuer la redevance, c'était oui, mais les médias en Suisse, c'est la colle qui fait que tu vois la Suisse se maintient ensemble, c'est l'unité, etc. Et moi, j'avais trouvé que c'était un argument qui était très fallacieux dans le sens où, en fait, SRF et RTS, pour moi, il n'y a pas vraiment de communication, quoi. Alors, je suis sûr qu'ils doivent avoir des projets en commun, mais en fait, en vérité, c'est que les médias, ils n'ont pas vraiment d'émissions communes, de projets communs, etc. Enfin, tu vois, rien d'ambitieux, quoi. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est... Et comment ça se fait? Oui, et c'est pour ça que j'ai fondé Comédie Suisse. Donc Comédie Suisse, qui est et le but de Comédie Suisse, c'est faire des spectacles en français, en allemand, et on fait en anglais aussi. De tes amis, il y en a aussi beaucoup qui sont expats comme toi, qui ont fait entre guillemets de leur faiblesse ou de leur particularité, leur force, leur carte de visite. Ouais, disons les gens à qui je fais des spectacles, on doit être 50% suisse, 50% expat, ouais. Aujourd'hui, tu te dis suisse ou puisque tu es naturalisé ou Alors, français? je suis presque. Alors, attends, parce que je suis pas encore complètement naturalisé. Je suis naturalisé aux 2/3. Okay. C'est-à-dire que ma commune a dit oui et le canton de Zurich a dit oui. Et maintenant, j'attends la confédération. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs stades. C'est 3 étapes, ouais. Alors, si tu veux, je peux t'expliquer tout le process. Alors, écoute, je te réinviterai parce que c'est un très très bon thème. Moi, j'ai épousé un Suisse, donc c'était plus rapide. Ah, bah voilà, mais toi, t'as rien vécu, non, toi. Moi, j'ai vécu la guerre, moi. Je vois à peu près. J'ai une autre question. Ouais. Tu dis qu'au début, tu te moques des Français, enfin, tu te moques de toi-même. Ouais. Est-ce que tu as créé ton double en beauf? Qu'est-ce que tu dis sur toi, en fait, pour te moquer? Parce que finalement, t'es quelqu'un de plutôt sérieux, t'es plutôt installé. Alors, comment tu trouves tes petits défauts en toi-même? Déjà, je joue vachement sur le côté prétentieux. Enfin, tu vois, non, mais moi, je viens pas faire du stand-up. Moi, je fais de l'art. Tu vois, donc je commence un peu comme ça sur mon surpoids. Okay. Donc j'ai 10 minutes de spectacle sur enfin ouais, presque 10 minutes. Bon, dans le sud, tu dis que tu fais du rugby, hein? Ouais, voilà, je fais du rugby, mais si ça marche pas. Et donc ça, en général, c'est comme ça que je fais rentrer en matière. Alors, je me moque un peu de ma femme aussi. Alors, la pauvre, en fait, elle est ukrainienne, et je lui donne un accent russe qu'elle a pas du tout, en fait. En fait, quand moi je fais ma femme, je la stéréotype vachement. Tu vois, je fais Du musst deine Meinung erklären. Tu vois, donc vachement, tu vois, genre accent l'est, mais elle parle pas du tout comme ça, quoi. En fait, elle a même plutôt, quand elle parle anglais, elle a même plutôt un accent français. C'est assez marrant. Alors que, tu vois, c'est ça la question des gens qui ont tellement de langues. Ouais. Et puis, enfin, tu vois, je me peins aussi comme un très mauvais père. Que je pense que je ne suis pas, j'exagère, mais... Second degré, humour. Mais le mec, voilà, complètement dépassé par des situations comme par exemple quand tu chopes ton fils qui a fait des recherches sur Internet qu'il n'aurait pas dû faire, tu vois, donc ouais. tu vois, j'ai un sketch là-dessus, etc. Et donc ouais, c'est un peu de ça que je me moque. Ouais. Je voulais te demander justement la question, quelles sont les grandes scènes que tu pourrais citer dans la région, pas que Zurich, mais voilà, les scènes déjà où on te retrouve? Alors moi, je suis tous les mois dans un théâtre qui s'appelle Comedy House, qui se trouve à Albis-Riederstrasse. D'accord. Et donc, tous les mois, je fais un spectacle mensuel en anglais qui s'appelle English Stand-Up. D'accord. Facile. Ah, ok. Et puis, je fais aussi mon spectacle en allemand, je le fais aussi à Comedy House. D'accord. Là, par contre, le 18 octobre, je serai à Bâle, à Parterre One.
Très bien. Donc, ça, on m'y voit souvent en anglais là-bas. En fait, j'ai un ami qui, lui, organise beaucoup de shows. Alors là, pour le coup, lui, il organise que en anglais. Et ouais, alors à Zurich, donc Comedy House, mais bon, mon rêve, j'aimerais bien déjà être à Volkshaus. Okay. Parce que Volkshaus, on est à 1000 personnes, 1200 personnes. Et puis un jour, Samsung Hall. Ah ouais, du Bender. Ouais, Samsung Hall, c'est 3000 personnes. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que ça marche, Samsung Hall pour du stand-up? Et je suis allé voir Ricky Gervais. Et c'était vraiment canon, toi. Et pourtant, j'étais au fond, tu vois. J'étais au fond de la salle. Donc, très loin. Et je me suis bidonné du début à la fin. Super. Et ça, un jour, j'aimerais bien faire un truc là-bas. Ouais. Oui. Et ben, même pour un événement privé, peut-être d'une société qui louerait la salle et pourrait te prendre en première partie ou... Ouais, alors ça fait un peu gros Samsung Hall pour un événement d'une société. Mais ouais, après, moi, j'ai fait souvent des... Thomas Wiesel fait ça pour Crédit Suisse, où il faisait les premières parties, où il tapait sur le monde de la banque. Ouais, alors lui, il a pris le parti de jamais se faire réinviter, alors que moi, moi, je suis beaucoup plus soft. Enfin, tu vois, j'ai fait un truc la semaine dernière pour une boîte de pharma, Roche. J'ai fait des trucs pour Google, etc. Et bon, toutes ces boîtes-là, tu peux toujours trouver des trucs pour leur taper dessus. Et moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit que... Enfin, je sais pas. Après, c'est aussi l'humour de Thomas Wiesel qui est, il est aussi politique, quoi, tu vois. Donc, c'est aussi dans son. Et puis il est beaucoup sur les réseaux sociaux, toi, j'imagine un peu, enfin pas un peu moins, mais tu t'en sers aussi, mais bon. Ouais, je m'en sers aussi, mais c'est vrai que lui, ce qu'il a fait pendant la pandémie sur le réseau, c'est vraiment génial, quoi. Et non, mais moi, c'est pas, enfin, je suis pas dans ce même registre de blagues, donc en fait, mais c'est pour ça que quand je fais un show pour une boîte, ça se passe toujours bien parce que j'ai rien de... Et même toutes les blagues de sexe et tout ça, j'écrème. Donc en fait, au final, la version light passe très bien aussi. Moi, je t'ai demandé de citer des salles. Est-ce que tu veux parler aussi de tes amis, les citer juste tant qu'on est là les gens avec Ouais, mais écoute, il y en a plein, mais... Bah alors les Suisses, je fais beaucoup avec donc il y a une fille qui s'appelle Michelle Kalt qui est assez qui a une notoriété grandissante en fait qui passe sur SRF et qui fait beaucoup de shows et qui en fait a la particularité d'être avocate de jour et humoriste de nuit. Okay. La thérapie. La thérapie, ouais. Ouais, j'ai Chris Darrois avec qui je tourne depuis le début, un gars qui s'appelle Jack Roberts, un gars qui s'appelle Ahmed Bilgué, Vanessa Lépine qui fait beaucoup de shows en français. Ils vont être contents. Sympa, Benjamin. D'habitude, en fin d'interview, je demande aux gens de partager une citation. Toi, micro libre. Hein. Ouais, alors, par exemple, je parle beaucoup de ma naturalisation, tu vois. Je dis que Et moi, ce qui est difficile, c'est que j'habite dans un petit village qui s'appelle Bonstetten. Ok. Et il faut montrer que je suis très intégré là-bas. Mais un jour, en fait, j'étais dans le bus à Bonstetten, puis tu sais, là-bas, on a que les bus jaunes, tu vois, les cars postaux, là, tu vois. Régionaux, un peu. Régionaux, ouais. Et en fait, et j'étais dans le bus et j'ai appuyé sur le bouton rouge pour arrêter, mais en fait, j'ai appuyé un arrêt trop tôt. Et tu vois, genre en Suisse alémanique, de commettre cette faute, c'est que je me suis senti comme un terroriste, quoi. Et pourquoi exactement. Il s'est arrêté pour rien le bus c'était ça quoi. Je me suis dit mais j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit dans le bus c'est quoi, c'est les citoyens de Bonstetten et moi je serais descendu. Hein. Ils vont voter si j'ai le droit de devenir citoyen ou pas, si j'ai le droit de devenir suisse. Une votation de tout le village? Non mais non. Alors là on fait une version interactive parce que normalement dans le spectacle les gens ils m'arrêtent pas. Hein. Je me tais. Et donc je me suis dit, ok, là, ils vont dire, mais voilà, mais Adelaide, c'est une menace pour la ponctualité des transports publics suisses. Et on peut pas le laisser devenir suisse. Et alors là, tu vois, je commence à suer, j'ai mon cœur qui bat. Je me dis, ok, il faut que je confesse, tu vois. Et donc là, je me lève. Et le problème, c'est que quand je suis hyper stressé, mon niveau d'allemand, il retombe à B1, tu vois. Et donc je suis là, Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe groß Fehler gemacht. Ah là 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 là, groß Fehler. Aber ich bin gut Mensch. Ich bin gut Mensch. Ich habe viel Taxes gepaid. et là, le bus s'arrête. Il y a une dame qui sort et je me dis, bah voilà, mais c'est une catastrophe parce que maintenant, déjà j'ai fait tout ça pour rien. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, de la Haye, il sait pas où sa voisine elle habite. Il est pas intégré. Et Ronette. Donc voilà, c'est un extrait de. Je parle de. On te visualise très bien. Je parle des difficultés de l'intégration en Suisse alémanique. Excellent. Bah, écoute, on en vient à la fin de l'interview. Si c'est d'accord pour toi, si tu veux dire d'autres choses, te présenter. Oui, alors juste, donc je fais beaucoup de modération, de formation, etc. Donc vous pouvez me retrouver sur bendelahaye.com et puis sur les réseaux sociaux, Ben Comedian. Voilà. Vraiment à suivre, très sympathique. Merci Benjamin pour ce bon moment. Merci Jenny, un vrai plaisir. Ça fait mal aux zygomatiques. Merci aussi d'avoir raconté ton expérience de changement de job, de changement de pays. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand même, qui doivent se réinventer en arrivant ici. Du coup, ça résonne. Et puis, tu n'as pas lissé ça en disant « Bah oui, c'était évident, il faut le faire ». Tu as parlé aussi des choses qui t'arrêtent. Ouais, je pense que après... j'espère que j'ai pas trop parlé du côté négatif. Je pense que, enfin, tu vois, au final, si jamais je fais le bilan aujourd'hui, même en n'étant pas encore complètement, sorti d'affaires, au final, il y a quand même eu beaucoup plus de positifs que de choses difficiles. Que c'est ce qu'on retient, le côté audacieux. Ouais. Donc au final, l'audace paye. Ouais. Très joli, voilà, j'ai ma citation. N'hésitez pas à soutenir Benjamin en allant à ses spectacles, puisque c'est permis à nouveau, en lui laissant aussi un message d'encouragement, c'est tellement important pour tous les créateurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Franzine. En attendant, je vous souhaite beaucoup de moments de rire. À bientôt, au revoir Benjamin. Au revoir Jenny.